Dune! Arrakis, Dune, la planète des sables. Ben, Dune, évidemment, il y a le chef-d'œuvre de Frank Herbert, le bouquin des années 60. Il y a le chef-d'œuvre de Denis Villeneuve, là, le deuxième film vient de sortir en salle. Puis entre ces deux chefs-d'œuvre-là, ben, il y a le Dune de David Lynch, Dune de 1984. C'est de ce film-là dont on parle aujourd'hui, mais pas n'importe quelle version. On sait que le film de David Lynch a été charcuté au montage, il y a eu un paquet de problèmes, on va en parler tantôt, mais ces scènes-là, elles ont été tournées en bonne partie. C'est disponible à gauche et à droite, puis il y a des fans qui ont remonté ces séquences-là dans le film de David Lynch pour produire une version d'au moins 3 heures. Il y a différentes versions. La plus connue peut-être, c'est celle de Space Diver, c'est un fan. Il a fait 3 versions en fait, y compris la 3e, la version définitive, qui est celle que j'ai regardée en fin de semaine, et c'est de cette version-là dont on parle. Il n'y aura jamais de version du réalisateur de David Lynch pour un paquet de raisons, mais le plus proche qu'on peut avoir, c'est ça. Puis la question, évidemment, c'est bon, est-ce que c'est un meilleur film? Est-ce que le film de Lynch est aussi mauvais que ce que le monde en a dit à l'époque? On va regarder tout ça, puis en réflexion, on va parler de la Missionara Protectiva, le programme de colonisation spirituelle, si on veut, des Bene Gesserit, qui est très important dans l'histoire, mais sur lequel on a tendance à passer rapidement. Puis on va parler de la Missionara Protectiva, de Hollywood en général, et de pourquoi on est si susceptible à ce type de manipulation. Mais avant tout ça, qu'est-ce que ça raconte de David Lynch? Ben, sachez que nous sommes 10 000 ans après la fondation de la Guilde des navigateurs de l'espace, 25 000 ans après notre époque à nous. Donc, quand le film commence de Dune, ou le livre, on est 25 000 ans après notre époque à nous. On est dans un vaste empire galactique qui traverse tout l'univers, en vérité. Puis ce qui caractérise l'univers avant tout, c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur. Il y a eu la grande croisade, le djihad butlérien qu'ils appellent, où est-ce qu'à une époque, les êtres humains avaient été mis en esclavage par les ordinateurs. Il y a eu une révolte, donc le djihad butlérien. Puis quand le film commence, ben c'est ça, les ordinateurs, ça fait au moins 10 000 ans, justement, qu'il n'y en ait plus question. Là. Tout ce qui devait être fait par les ordinateurs à l'époque doit aujourd'hui être fait par les êtres humains. Puis tout ça, c'est vraiment crucial dans l'histoire de Dune. Puis je rajouterais que l'univers de Dune, c'est un univers ultimement humaniste. Parce que ce que ça raconte, c'est dans cet univers où l'être humain s'est d'abord affranchi de la domination des machines, comment, si on lit tous les livres, comment est-ce qu'il va finir par s'affranchir de la domination des autres êtres humains, en fait, de toute forme de domination. Donc, c'est ultimement l'histoire du triomphe de l'humanité, mais ça passe par des recoins extrêmement obscurs et sombres et ténébreux, puis quand le premier livre commence, on est en plein là-dedans. Là. C'est l'amorce de ce qui semble être potentiellement un âge d'or, mais en vérité, ça va être une longue période, une terrible noirceur. Alors... Ben, vous avez tous entendu parler de l'épice. L'épice, c'est cette drogue qui permet de prolonger la vie, etc., de donner des pouvoirs psychiques, mais quand on en prend en quantité colossale pendant toute sa vie, ça transforme les gens qui survivent à cette surdose d'épices, ça les transforme justement en navigateurs de l'espace, puis les navigateurs... ils sont devenus donc des monstres, et ça leur permet de voyager à travers l'univers. Puis ça, c'est ce qui rend l'Empire possible. Puis la fonction de l'Empire, c'est de faire de l'argent. Là. Dans le film de Lynch, toute la planète de l'empereur Padishah Shaddam IV, la planète de l'empereur est entièrement faite en or massif, essentiellement, dans le film. En tout cas, c'est ça. C'est un empire féodal, puis comme dans le régime féodal, ultimement, l'objectif, c'est de s'en mettre plein les poches. Puis la meilleure manière de s'en mettre plein les poches, c'est via l'épice. L'empereur vit depuis 200 ans, sa dynastie dure depuis très longtemps, mais évidemment, il a toujours peur pour son pouvoir et sa dynastie. Et une des familles nobles, c'est la famille des Atréides, qui dans les bouquins sont des descendants des Atréides Agamemnon. Là. Okay? Ces Atréides-là, c'est la même famille, d'après Frank Herbert. Donc, puis les Atréides, ils sont réputés pour leur noblesse, leur courage, leur grandeur d'âme, etc. Puis c'est en bonne partie, c'est vrai, mais en même temps, il y a quand même une forme de manipulation là-dedans. Mais certainement, ils sont plus nobles que les Harkonnen, qui sont
des brutes, puis des monstres, puis des débauchés sadiques, là, qui sont présentement ceux qui contrôlent le commerce de l'épice, puis l'extraction de l'épice sur Dune. Puis, c'est ça, l'empereur, voyant que le duc Leto Atréide devient beaucoup trop populaire à son goût, concocte un plan. Donc, l'univers de Dune, c'est les complots, les trahisons, les plans. Là. C'est ça, mur à mur pendant 6 livres. L'empereur a des plans à l'intérieur des plans. Donc, l'empereur va convaincre, va proposer au duc Leto l'honneur incroyable de devenir le responsable de l'extraction de l'épice sur Arrakis, retirant donc le mandat aux Harkonnen. Et tout le monde sait que c'est un piège. Il est évident qu'il y a une combine là-dedans. Même quand les Atréides débarquent sur place puis savent qu'il y a un piège, le piège marche, ils n'arrivent pas à l'éviter, puis à peu près la maison des Atréides au complet est éradiquée, puis un des seuls survivants, les 2 seuls survivants en principe, en vérité, ce sont l'épouse du duc Leto et Paul Atréide, qui est notre héros. Puis ce que ça va raconter le film et le bouquin, c'est comment ce héros va devenir l'empereur, en fait. C'est comment lui va accéder sur le trône. Puis il le fait en se faisant passer pour le prophète des indigènes qui vivent sur Dune, qui sont de redoutables et farouches guerriers, les fameux Fremen. On croit en général que les Fremen ne sont que quelques petites bandes éparses à gauche et à droite, mais en vérité, ils sont extrêmement nombreux, ils ont des légions et des légions, puis ce sont des combattants à la hauteur, ils accotent n'importe qui dans l'univers. En vérité, ce sont, en beaucoup de points de vue, les meilleurs combattants de l'univers. Paul va les recruter en se faisant passer pour leur messie. En bonne partie, ça marche parce qu'il y a des pouvoirs psychiques, puis il est un bon combattant, etc. C'est un bon chef, là. C'est un fils de duc, puis bon, ça paraît. Mais aussi, ça marche parce que ça fait des centenaires et des millénaires, si ça se trouve, que les Bene Gesserit ont implanté à gauche et à droite sur la planète, puis je finis mon résumé là-dessus, ils ont implanté dans la psyché des différents peuples sur les différentes planètes dans l'univers, dans les populations locales, une série de légendes dont la seule fonction, en vérité, est de permettre aux Bene Gesserit de se réfugier sur ces planètes-là s'ils en ont besoin. Ils se présentent comme un ordre religieux, mais en vérité, c'est une organisation entièrement politique. Ils ont leur propre objectif. Ils veulent créer un surhomme, le fameux Kwisatz Haderach. Ils croient que Paul est peut-être ce surhomme-là. Ils espèrent pouvoir le contrôler, mais finalement, tout ça leur échappe. Paul devient l'empereur et, comme vous le savez peut-être aussi, dans les épisodes qui vont suivre, Paul déclenche non seulement une guerre sainte qui met l'univers au complet à feu et à sang, mais son fils va devenir le fameux empereur Dieu de Dune, qui plonge l'humanité dans quelque chose comme 1500 ans, si c'est pas plus, de tyrannie totale et absolue, là. Fait que tout ça, c'est vraiment c'est fascinant. Puis si vous êtes amateur des bouquins, c'est mon cas, peut-être que vous vous en êtes rendu compte. Ça vaut amplement la peine parce qu'en beaucoup de points de vue, le premier bouquin, donc le premier film, qui a tant marqué l'imaginaire pour un paquet d'excellentes raisons, ce n'est qu'un prélude, ultimement. Quand on est rendu au 3, 4, 5, 6, là, certainement l'Empereur Dieu, Hérétique, puis la Maison Mère, là, les 3 derniers bouquins de la série d'origine, Paul est une figure marginale dans l'histoire. C'est son fils qui est important. Mais ici, c'est Paul qui est important. Et est-ce que la version de 3 heures du film de David Lynch est meilleure que la version de 2 heures? C'est ce qu'on va savoir dans un instant. Est-ce que c'est bon? Pourquoi c'est bon? J'ai le plaisir de vous dire que oui, c'est bon, puis la version de 3 heures est de loin un meilleur film que la version de 2 heures. Moi, j'ai toujours défendu le film de David Lynch. Je pense que c'est un très bon moment. En tant qu'amateur des bouquins, des bouquins de Frank Herbert, moi, j'aime bien celui de David Lynch. Je pense que visuellement, je vais en parler tantôt, visuellement, c'est un triomphe absolu. Mais c'est vrai que le côté... c'est ça, il y a des aspects du film qui ne marchent pas du tout. On dit souvent que David Lynch n'a pas compris le bouquin, cette question-là de est-ce que Paul est un héros ou n'est pas un héros. C'est aussi mon opinion, OK? Mais dans la version de 2 heures, dans la version de 3 heures, c'est quand même beaucoup plus nuancé. Alors, commençons par les qualités de la version longue. Ce qui est surprenant quand on regarde cette version-là, c'est que
à part pour certaines séquences où la qualité du matériau source qui a été utilisé pour faire la version longue est nettement inférieure. Là. C'est certain, ça a l'air d'être copié d'une VHS, quelque chose comme ça. Il y a peut-être 2 minutes dans le film où est-ce que ça paraît vraiment là, que la source qui a été utilisée pour ce long montage est d'une moins bonne qualité que la version en Blu-ray, mettons. Mais à part pour ça, c'est clair que la plupart de ces séquences-là étaient supposées être dans le film d'origine, que c'était supposé être un film de 3 heures, pas un film de 2 heures, puis qu'une des raisons pour lesquelles tout le monde a dit que c'était incompréhensible et pas bon, il y a des raisons sociopolitiques propres aux États-Unis, si ça se trouve là pour ça, mais une bonne partie des critiques légitimes qu'on peut adresser au film de David Lynch vient du fait que ce qu'on a vu, c'est 2/3 du film. On n'a pas vu le film complet. Puis ça, c'est parce que un film de 3 heures va jouer moins souvent dans une journée dans un cinéma qu'un film de 2 heures. Si vous faites le calcul, il y en a un qui peut... Vous pouvez en passer un, mettons, 6 ou 7 fois, puis l'autre pendant juste 3 ou 4 fois, essentiellement. L'idée, c'est ça. Puis ce genre de calcul-là, combien de fois je peux passer mon film dans une journée, dans l'industrie traditionnelle du cinéma, c'est un enjeu assez important, en fait. Donc, quelqu'un du côté de la production a fait pression pour que le film soit charcuté, pour qu'il puisse jouer plus longtemps, plus souvent en salle, et donc les gens achètent plus de billets. Puis ça a vraiment nuit au film. C'est plus cohérent, c'est plus nuancé, c'est plus subtil en même temps. La version plus longue ajoute, moi je pense, de l'ambiguïté au personnage de Paul. Ma séquence préférée qui a été remise dans le film, je pense que c'est la séquence qui termine la version de Denis Villeneuve dans la première moitié, la première Dune 1 essentiellement. C'est quand Paul tue un Fremen en fait, puis c'est la première fois qu'il tue quelqu'un. Puis l'idée, c'est qu'il vient d'aboutir dans la tribu de Stilgar. Là. Il est tout de suite adopté par Stilgar, le chef de la tribu Fremen. Mais il y a un des guerriers, qui est Jamis, qui déteste Paul tout de suite, puis qui n'a pas confiance en lui, puis le provoque en duel, et Paul le tue, et il pleure. Puis c'est un moment très fort dans le bouquin, ça. Puis... ça a été coupé dans la version David Lynch, puis ça a été remis dans cette version-là. Puis c'est facile de comprendre pourquoi ça a été coupé, parce que c'est une micro-histoire qui est facile à couper. Parce qu'on revoit sa veuve quelques scènes après celle-là. C'est facile de couper ce 5 minutes-là, puis le 5 minutes avec la veuve, quelque chose comme ça. Ben voilà, vous venez de sauver 10 minutes de votre film, vous cherchez à en éliminer 60, c'est facile. Puis c'est ça l'exercice, là, si tu veux couper 1 heure de ton film. Mais ce qui coupe en même temps, c'est une grosse partie du cœur du film. Puis ce qui est intéressant, c'est que Paul pleure parce qu'il vient de tuer quelqu'un, puis il aime pas ça. Bon. Fait qu'il pleure pas tant pour le gars, il pleure pour lui, ok, parce qu'il se sent mal. T'sais, je pense à Unforgiven. C'est pas le fun de tuer du monde. OK, ôtez-vous de la tête ce qu'ils disent dans les films de Chuck Norris. Là. C'est pas agréable. OK? Mais les Fremen voient Paul qui pleure, puis eux croient que Paul pleure pour Jamis, essentiellement. Puis ils donnent son eau aux morts. Puis eux interprètent ça d'une manière qui fait de Paul, dès le début, une sorte de figure, une sorte de proto-saint, là, essentiellement. Fait qu'en remettant cette séquence-là, encore une fois, ça ajoute beaucoup de profondeur au personnage, aux Fremen. Puis il y a plusieurs scènes où est-ce qu'on voit la culture des Fremen plus dans le détail. Dans le bouquin, c'est super important. Frank Herbert est super bon pour ça. Fait que justement, quand on a tué Jamis, ben les Fremen récupèrent son eau. Parce que c'est une planète désertique, donc l'eau, c'est l'affaire la plus précieuse au monde. Et quand quelqu'un meurt, il récupère son eau, et l'eau est remise à la personne qui a tué. En l'occurrence, ici, Paul a tué Jamis, donc c'est lui qui a l'eau du corps de Jamis. Toute cette séquence-là, la manière dont c'est présenté, puis les paroles que Stilgar prononce, qui sont un mélange de comptabilité puis de rituels religieux, etc., c'est très réussi et évocateur. Puis il y a la première séquence du film, après le prologue où la princesse Irulan nous raconte l'univers, ben c'est ça. Dans la version de 84, la première scène qu'on voit après le générique, c'est les navigateurs qui visitent l'empereur. Mais ici, il y a une séquence avant ça qui est une prophétie chez les Fremen. La révérende mère
de la délégation des Bene Gesserit chez les Fremen, parce qu'ils ont des mères révérentes, des révérentes mères un peu partout sur toutes les planètes. Là. Ils contrôlent, c'est comme ça qu'ils contrôlent les gens. Là. Ben, la révérente mère fait une sorte de prophétie, elle est en train de parler aux Fremen. Donc le film commence avec ça. Donc on voit que l'axe de présentation est différent, puis est plus proche du bouquin à plusieurs points de vue. Puis, quand les Atreides arrivent sur la planète, sur Dune, justement, ben, dans la version de 84, on voit essentiellement le vaisseau dans l'espace, puis le vaisseau atterrit, puis on voit les Atreides qui sortent du vaisseau. Mais dans la version plus longue, on voit les vaisseaux dans l'espace, puis ils atterrissent, mais avant qu'ils sortent, avant que les Atreides sortent du vaisseau, on voit une sorte de foule de Fremen venir assister au spectacle parce qu'ils attendent leur Messie. Ils espèrent qu'il va être là. Fait qu'il y a beaucoup de petites touches comme ça qui renforcent la thématique du désir messianique, finalement, des Fremen, puis de leur culture. Fait qu'il y a plein de petits détails comme ça. Puis somme toute, quand je finis pour le premier point là-dessus, ça fait pas loin de 10 ans, finalement, que j'ai vu le Dune de David Lynch, ça fait un petit bout, puis je me suis dit, mais c'est quoi les séquences qu'ils ont rajoutées, finalement? Parce que c'est tellement, elles ont tellement leur place dans le film que je suis sûr que si je retournais voir le film dans sa version courte, la version de 84, je remarquerais leur absence. Ces séquences-là, même si c'est vrai que bon, le film est plus long, donc il faut avoir la patience de regarder un film de 3 heures, mais la plupart de ces séquences-là, presque toutes en fait, à mon avis, ont vraiment leur place dans le film, puis c'est ça, c'est mieux, c'est meilleur comme ça. Dernière chose, là, c'est vrai que ce que je dis pour le premier point, ça demeure un film, à mon avis, avec des imperfections. J'aime ça, le Dune de David Lynch, mais la narration, ça marche moyen. Il y a beaucoup de voix hors champ dans le film. Je pense que c'est pas convaincant, là. Puis, en tout cas, pour moi, je suis pas convaincu par ça. Puis, il y a beaucoup d'expositions dans le dialogue, ce qui n'est pas très habile, où est-ce qu'on nous présente des éléments de l'univers, mais parce que des personnages en parlent entre eux. Là, voici la famille impériale, voici telle affaire, bon, de l'exposition. Puis, Denis Villeneuve a plutôt bien réussi, dans mon souvenir, à éviter ce genre de procédé-là qui est un petit peu grossier, il faut le dire. Puis généralement, David Lynch, peut-être parce que ses films, souvent, n'ont pas ce niveau-là de complexité d'histoire. C'est pas ce type-là de complexité, là. Mais le fait est que là-dedans, c'est ça, il y a des moments où ça fait précipiter, il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup d'informations qui est présentée de manière pas toujours très habile. Donc ces aspects-là, ça demeure, ça demeure dans le film qu'on a. Puis, deuxième raison pour laquelle c'est bon, mais je mentionnais aussi un des problèmes qu'il y a, là, ça vient un peu avec. Mais la deuxième raison pour laquelle c'est bon, c'est que ça demeure un film de David Lynch. Le problème qu'il y a, c'est que David Lynch n'avait pas le montage final. Il en a parlé souvent. Ultimement, c'est pour ça qu'il a renié le film. Sachant qu'il n'y avait pas ce montage final-là, que quelqu'un d'autre allait décider de ce qui allait se ramasser dans le film, il y a des séquences qu'il aurait voulu tourner, qu'il n'a pas tourné. Il y a toute une séquence à la fin, entre autres, qui est une sorte de séquence hallucinatoire. Paul a la vision d'un lotus doré. Donc, c'est un genre de truc comme ça, là. Je sais pas c'est quoi les autres détails que David Lynch n'a pas tourné, mais c'est certain qu'il s'est retenu. Probablement que ça paraît, mais il y a quand même de nombreuses séquences assez courtes, mais quand même, qui font très David Lynch. Mon aspect préféré du Dune de 84, en ce qui concerne le côté lynchien, c'est quand on est dans on voit les navigateurs de l'espace, de la guilde, plier l'espace, il y a des genres de particules de lumière, puis il y a des... Bon, il y a une série d'effets visuels qui font extrêmement penser à Eraserhead, en fait, puis aussi à différentes œuvres lynchiennes qui ont suivi, là, mais particulièrement là, les particules qui flottent, là, ça fait très Eraserhead, je l'ai mentionné. Il y a toute une série de petites touches qui doivent pas comptabiliser plus que gros max, là, 10 minutes dans le film, mais qui sont de l'expression du pur David Lynch, puis qui est très, 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 très cool. Puis il y a aussi beaucoup de petits détails
dont on ne se rend pas compte, mais qui viennent directement de David Lynch, OK? Puis qui ont beaucoup contribué à la légende de Dune. Quand on pense à Dune, souvent, il y a des aspects dont on croit qu'ils viennent de Frank Herbert, puis ça vient de David Lynch, en fait. Le plus connu, c'est le fameux module de Weirding Way, là, la boîte qui transforme les paroles en une arme mortelle, essentiellement. Donc, c'est ça, les Atreides ont un genre de fusil, puis quand on émet un son, certains sons ou certains mots, ben, ça lance un rayon, puis ça détruit. C'est extrêmement puissant. Ben ça, c'est David Lynch qui a inventé ça. Mais il y a aussi le personnage du docteur là, qui pratique des genres de chirurgie esthétique bizarroïde sur le baron Harkonnen. Ben, ce personnage-là, du docteur des Harkonnen, il n'est pas dans les romans. Puis j'ai appris tantôt, en fait, que pour les gens qui ont lu les bouquins, c'est un Benedict Leilax, ce personnage-là, en fait. On était supposé avoir une révélation au début du 2. On a retrouvé la moitié de scénario que David Lynch avait écrit pour Dune 2, adaptation du Messie Dune. Puis quand le baron dit « Où est mon médecin? Où est mon médecin? » là, dans le 1, là, c'est une séquence dont vous vous souvenez peut-être, ben on aurait vu dans le 2 que le médecin en question, c'est ça, il est en train de récupérer le cadavre de Duncan Idaho, qui a un tout petit rôle là-dedans, il est joué par Richard Jordan. À l'époque, c'est un assez gros acteur, un acteur qui avait une assez bonne carrière, un gars très très cool, puis on le voit à peine dans le film. Mais dans les bouquins, Duncan Idaho devient extrêmement puissant. C'est un des personnages les plus importants de toute la saga. Il est là 3000 ans dans le futur, là, je veux dire. Dans le 6e livre, il est encore là. Puis sous la forme d'un Ghola, qui est donc une sorte de clone créé par les fameux Benedict Leilax. Les Benedict Leilax, ils ont entre autres la faculté de changer leur visage. Ils peuvent avoir l'air de qui ils veulent. Okay? Donc le docteur est un Benedict Leilax. Bon, puis c'est un personnage qui a été rajouté par David Lynch dans le scénario. Fait qu'il y a des trucs comme ça, c'est quand même très cool. Puis, tu sais, la vache, quand Rabban la bête entre voir le baron, là, quand il va se faire donner essentiellement le boulot de gouverner Arrakis, OK? Il y a une vache accrochée après une sorte de harnais là, dans le salon des Harkonnen, puis Rabban arrive, puis il arrache la langue de la vache, puis il se met à la manger comme un bonbon, essentiellement. Bon, ben ça, c'est du David Lynch, là. Puis il y a beaucoup de petites séquences aussi qui viennent pas de David Lynch en tant que tel, mais qui viennent de son designer, essentiellement. Là, j'ai le bouquin, le making-of, dans ma bibliothèque, puis je l'ai regardé un tout petit peu tout à l'heure. C'est une grosse partie des touches qui font David Lynch viennent de ce gars-là, en fait. Alors, les Harkonnen ont une boîte dans laquelle il y a une sorte d'insecte, et ils écrasent la boîte, puis il y a une paille, puis le sang et les différents jus vitaux, n'est-ce pas, de cette créature-là sont extraits par pression, puis les Harkonnen boivent ça. Okay, ça fait bon. Fait que ça a été inventé par le concepteur graphique, mais dans un film, le travail de collaboration fonctionne comme ça. Tu as le réalisateur qui est comme le capitaine du vaisseau, mais il ne décide pas de chaque détail de tous les trucs. Là, il a son équipe, puis là, il dit « OK, envoie-moi... trouve-moi 40 trucs qui font Harkonnen, puis etc. Puis là, il sélectionne là-dedans, puis il dirige un peu le bateau, mais il laisse les gens utiliser leur propre créativité. Ça fait que c'est honnêtement une autre belle expression de la manière dont David Lynch travaille. Là. Puis il a encouragé certainement ses designers graphiques, ses concepteurs de costumes, puis etc., à produire de l'excellent boulot, excellent travail. Puis ça m'amène à la troisième qualité du film pour aujourd'hui. Ben, ça, c'est des qualités qui ont toujours été là, okay, dans le film de David Lynch. Ben, visuellement, c'est malade mental, ce film-là. Là. Il y a 4 planètes avec 4 atmosphères complètement différentes, 4 environnements complètement différents, qui ont l'air complètement habités, vivants, qui ont l'air de des vraies cultures, qui sont remplies de trucs obscurs, mais qui sont sur la frontière entre incompréhensible et évident du premier coup d'œil, essentiellement. Bon, puis c'est ça, puis chaque planète est cohérente avec, bon, par exemple, la planète de l'Empereur que j'ai évoquée, avec le côté or, rococo, baroque, là, etc.,
la planète des Atréides, où est-ce que il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de, c'est une planète d'océan, donc voilà, c'est une genre de richesse organique, la planète des Harkonnen, qu'on imagine qui est industrielle et remplie de trucs horribles, etc. Bon, ce que ça donne en bout de ligne, quand on regarde ça visuellement, c'est l'impression, en bonne partie, de voir des tableaux de la Renaissance. Le genre de tableaux dans les musées qui prennent un mur de musée complet, là, comme le radeau de la Méduse, là, si vous l'avez vu en vrai, là, c'est énorme, là, ça fait comme un côté de bâtiment au complet, dans mon souvenir en tout cas. Donc, fait qu'on a l'impression un peu de voir ces genres de tableaux extrêmement riches de la Renaissance. Puis il y a des petits détails. J'ai toujours aimé, par exemple, les chiens. Un des détails qu'on voit, c'est que les nobles se promènent avec des petits chiens, là. C'est juste extrêmement bien trouvé. C'est une touche peinture de la Renaissance, puis ça fait partie. C'est un élément parmi de nombreux autres éléments qui contribuent autant à la super richesse visuelle qu'à la profondeur culturelle qu'on devine dans le film. Puis, honnêtement, à beaucoup de points de vue, là-dessus, c'est une réussite totale, parce que la richesse du bouquin de Dune, c'est qu'on sent toujours la profondeur de cette culture-là qui dure depuis, c'est ça, des dizaines de milliers d'années, avec un paquet de cultures à travers l'univers au complet. Puis on est souvent, dans Dune, ça prend souvent de nombreuses dizaines de pages au moins avant qu'on commence à se retrouver, pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis une partie de ça, c'est parce qu'on ne comprend pas encore la culture où on se trouve, parce qu'elle est tellement profonde, puis on s'y immisce progressivement. Ben, le design du film, puis l'aspect visuel du film, il fait complètement ça. Moi, j'ai toujours trouvé que le bouclier, le genre de bouclier carré, là, qui est très saisissant visuellement, mais c'est justement, c'est un choix de design qui est hyper créatif et inattendu. Puis c'est ça qui est cool, pas le fait que je trouve que l'effet spécial en tant que tel est plus ou moins réussi. Moi, je vois la créativité, je vois l'inventivité, la surprise, etc. Fait que c'était... Donc, moi, j'ai trouvé ça très cool, l'affaire de bouclier. Puis, les vers des sables, honnêtement, encore une fois, moi, je pense qu'ils sont hyper réussis dans le film. Je pense qu'ils fonctionnent très, très bien en général. Puis, si vous avez vu les reproductions des couvertures, des revues, je pense, analogues, les revues de science-fiction dans lesquelles Dune a été publié sous forme de feuilleton à l'origine, le Dune World, je pense que ça s'appelait à l'origine, avant d'être publié en bouquin, ben, ça a l'air complètement d'une couverture là, de revue d'analogue. C'est ça, particulier. Il y a un jeu d'Avalon Hills là, qui a été ressorti par Jeux des cartes, un jeu de société. Ils l'ont ressorti il n'y a pas longtemps aussi, un jeu très très le fun en passant. Où est-ce qu'on joue une des familles? Ben, dans une des versions du jeu, l'illustration, c'est une des illustrations les plus emblématiques, là, si on veut, de tout l'univers de Dune. Puis, ben, le film de David Lynch reproduit complètement ce climat-là. C'est l'image d'un ver des sables, là. Fait qu'on est en plein dans l'iconographie classique de Dune. Fait que, ouais, visuellement, c'est très, 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 très... somptueux, splendide, majestueux à tous les niveaux. Les acteurs sont super cool. Ils livrent pas toute la performance de leur carrière, si on est bien honnête, là. Mais, tu sais, il y a Jürgen Prochnow, il y a Linda Hunt qui fait le Shadow de Mapes, il y a Max von Sydow, lui, il est super, super, super bon là-dedans, mais il est tout le temps bon dans tout. Richard Jordan, je l'ai mentionné, Patrick Stewart, Brad Dourif qui fait le Manta des Harkonnen, il y a un paquet de monde. Il y a Sting qui fait Feyd-Rautha. Ça fait que Feyd-Rautha qui est le Paul des Harkonnen, en vérité. Fait que la musique est bonne, visuellement, c'est extraordinaire. Fait que on a au moins, si on le prend comme un poème visuel, je suis pas la première personne à présenter le film comme de Dune, de David Lynch comme ça. Si on le prend comme une forme de poème visuel, c'est une réussite totale, là, le Dune de David Lynch. Fait que narrativement, ça marche pas, mais visuellement, ça fonctionne. Puis je finis là-dessus avant de passer à ma réflexion. Ben, on peut pas faire autrement que d'évoquer dans une vidéo comme celle-ci le fameux Dune de Jodorowsky. Puis moi, j'ai très, très, très souvent entendu les gens dire « Ah, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas eu le Dune de Jodorowsky, ça aurait été tellement bon. » Puis c'est facile à dire ça parce que tout ce qu'on... Le Dune de Jodorowsky ne va jamais exister ailleurs que dans nos têtes. Fait qu'on peut y mettre toutes les qualités qu'on veut. Fait que ouais, ok,
décor de Giger, costume de Moebius, musique de Pink Floyd, ouais, ok, Orson Welles fait l'empereur, ouais, c'est impressionnant comme ça. Mais, puis je sais qu'il y a eu le documentaire, je ne l'ai pas vu, remarquez le documentaire, là, mais on sait que les éléments du Dune de Jodorowsky ont été repris dans Alien, puis un paquet de films, à gauche puis à droite. C'est un film qui a une énorme influence, un projet de film avorté finalement, mais qui a une énorme influence, puis dont je crois comprendre que Jodorowsky lui-même a repris de nombreux éléments dans sa fameuse caste des métabarons. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis plutôt content, sacrilège, hein, mais je suis plutôt content qu'il n'ait pas fait son film. Parce que ça aurait peut-être été un bon film de Jodorowsky. Peut-être. Mais ça n'aurait pas du tout été une bonne adaptation de Dune. Si vous allez voir le scénario, c'est à des années-lumière, si j'ose dire, là, du bouquin de Frank Herbert. Là. Il y a quelques éléments qui sont repris du livre, mais à toute fin pratique, c'est complètement d'autre chose. C'est vraiment la version de Jodorowsky. C'est sa relecture complète et totale des idées générales de Frank Herbert. Ça aurait été cool que ça existe, mais ça n'aurait pas été une bonne version de Dune. Ça aurait été Dune comme prétexte par Jodorowsky pour faire du Jodorowsky. Puis, il y a des trucs très cool chez Jodorowsky, là, Holy Mountain en général, mais Denis Villeneuve, c'est mieux. Est-ce qu'on aurait eu le Dune de David Lynch s'il y avait eu le Dune de Jodorowsky? Probablement pas. Puis est-ce qu'on aurait eu celui de Denis Villeneuve? C'est pas certain du tout quand on y repense avec le recul. Donc, à tout prendre, j'aime encore mieux, même si c'est juste le Dune de David Lynch, c'est peut-être un sacrilège, mais je préfère qu'on ait eu le film, malgré de défauts, mais quand même plutôt sympathique et par moments inspiré de David Lynch. Donc, voilà. Et puis, en ce qui concerne ma fameuse réflexion, la Missionara Protectiva. Ben, je l'ai mentionné tantôt, les Bene Gesserit, c'est pas un ordre religieux. Les Bene Gesserit sont une organisation politique qui utilise un discours religieux et une présentation religieuse pour obtenir de l'influence, non seulement auprès des populations des différentes planètes puis des différentes familles du Landsraad, la noblesse de l'univers de Dune, mais de l'empereur lui-même. Puis elles font ça aussi parce qu'elles ont des pouvoirs de divination, etc. Bon, mais elles ont des pouvoirs comme tout le monde dans Dune, en bonne partie, parce qu'elles sont surentraînées. Puis aussi parce qu'elles pratiquent une forme de croisement génétique pour faire ressortir certains aspects de l'humanité, puis ultimement, l'histoire de Dune existe parce que les Bene Gesserit ont un programme de manipulation génétique. C'est pas des religieux. Ils jouent aux religieux. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur les planètes, toutes les planètes, et y compris Arrakis, puis ils instaurent dans la psyché des gens les germes de légendes, okay, dont ils savent que les populations locales vont les récupérer puis les amplifier. Puis dans ces légendes-là, il y a toujours quelque chose que les Bene Gesserit vont pouvoir réutiliser plus tard. Alors, le mécanisme de la Missionara Protectiva, qui est le détail crucial de l'intrigue, à beaucoup de points de vue, c'est ça, c'est que quand Paul, par exemple, arrive sur Arrakis avec Jessica, les Fremen voient le vaisseau atterrir, puis là, ils voient une Bene Gesserit avec son fils, puis là, ils se disent à eux-mêmes, puis on a ça dans la version longue, la prophétie est en train de s'accomplir, on voit la Bene Gesserit arriver avec son fils. Mais ça, la prophétie s'accomplit parce que la prophétie, elle a été implantée dans la psyché collective des Fremen par les Bene Gesserit 2000 ans plus tôt. Puis ils n'ont pas fait ça seulement sur Arrakis, ils ont fait ça à la grandeur de l'univers. Puis ils ont fait ça au cas où qu'ils en aient besoin. Puis dans les légendes que la Missionara Protectiva implante dans les différentes cultures, ben, c'est un peu comme leurs expériences génétiques, dans la mesure où
ils savent qu'il y a des germes qu'ils mettent dans le sol culturel qui vont rien donner ou qui vont donner des fruits qui sont moins utiles pour les Bene Gesserit, mais dans la loi de la moyenne, ils savent bien que si on a implanté, je ne sais pas, 50 légendes, quelque chose comme ça, il y en a qui vont pouvoir utiliser dans le lot. Ça fait que quand Jessica arrive sur Dune avec Paul, Jessica, la mère de Paul, une Bene Gesserit donc, elle reconnaît dans ce que disent les Fremen les légendes que les Bene Gesserit implantent par défaut quand elles visitent une nouvelle planète. Puis elle se rend compte qu'elle va pouvoir utiliser ça pour sauver sa vie et celle de son fils. Puis c'est ça qu'ils font. Donc, dès le moment où Jessica se rend compte que les Fremen ont été colonisés en quelque part psychologiquement par les Bene Gesserit, manipulés de cette manière-là sans s'en rendre compte, ben elle va jouer là-dessus pour, au début, juste sauver leur vie, parce que les Fremen sont sur le bord de les tuer. Ben c'est ça, rapidement, elle se rend compte que, puis Paul aussi, ils se rendent compte qu'ils vont pouvoir utiliser ça pour prendre le pouvoir, puis ils prennent le contrôle des Fremen, puis comme je mentionnais tantôt, ils finissent par prendre le contrôle de l'univers au complet. Ils montent sur le trône galactique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je ne m'étendrai pas longtemps là-dessus, mais Paul perd le contrôle de son armée. Dès le moment où il arrive sur le trône, ce qu'on voit dans le Messie de Dune, le contrôle que Paul exerce sur les Fremen à cause de la Missionara Protectiva est suffisant pour convaincre les Fremen que lui est leur Messie. Mais ça ne confère pas à Paul le pouvoir de retenir ses troupes quand ils se mettent à massacrer la moitié de l'univers, essentiellement. Ils mettent l'univers à feu et à sang, ils instaurent une théocratie avec une sorte d'inquisition, etc. Donc, ils instaurent une terreur religieuse complètement bidon, là. Okay? Puis Paul sait que c'est bidon, okay? Mais les Fremen refusent d'y croire, parce qu'ils sont tellement convaincus que Paul est leur Messie. Puis dans les visions de Paul, il voit venir ça, essentiellement. Puis qu'est-ce qui fait éventuellement que son fils, là, Leto, devient un tyran absolu? Ben, c'est pour réparer les conséquences de ça. Fait que, puis je mentionne tout ça pour dire que la Missionara Protectiva sauve Paul et Jessica, puis donc du coup la stratégie des Bene Gesserit a fonctionné. Mais en même temps, ça anéantit le plan des Bene Gesserit de créer un surhomme qu'ils vont pouvoir contrôler. Ça fait genre 10 000 ans qu'elle travaille là-dessus, 5 000 ans, 10 000 ans qu'après par ce moment-là, cette époque est révolue. Okay? Donc, leur triomphe assure leur destruction, mais les Fremen aussi vont être détruits. Okay. Puis dans le film, on nous présente le rêve des Fremen de refaire l'écosystème de la planète Dune. Donc, il y a des vastes réserves d'eau souterraine. Donc, l'idée, c'est qu'avec cette eau-là, ils vont pouvoir refaire l'écologie complète de la planète pour changer la planète Dune en une planète verdoyante. Puis c'est beaucoup ce que Liet Kynes, le personnage de Mac von Sydow, le père de Shani, l'épouse de Paul, ben c'est beaucoup ça que... C'est beaucoup ça qu'il est en train de faire, en fait. Puis qu'est-ce qui se produit? C'est que, d'une part, les déserts sont nécessaires à la survie des vers des sables et donc à la production de l'épice. Donc, plus les bouquins avancent, plus que cet aspect-là est mis en danger. Puis éventuellement, c'est ça, à la fin, les vers des sables ne sont plus qu'une pâle copie de ce qui était au début. Puis les Fremen deviennent eux-mêmes une sorte de caricature folklorique de leur ancienne culture. Puis donc, le triomphe des Fremen et la chute des Fremen. Okay. Puis le triomphe des Bene Gesserit et la chute des Bene Gesserit. Puis la même chose pour Paul. Fait que ça, c'est vraiment toute une dimension de l'univers de Dune qui est vraiment super intéressante. Tout ça, en bonne partie, donc, est une conséquence de la fameuse Missionara Protectiva. Ben, c'est pas très difficile de voir une comparaison entre la Missionara Protectiva puis le monde où on vit. En l'occurrence, par exemple, Hollywood. Hollywood est une machine de propagande produite par un empire qui dit qu'il n'a pas de propagande et qu'il n'est pas un empire. Puis Hollywood est la Missionara Protectiva de l'Empire où nous vivons. Je ne suis pas en train de dire que
les Américains sont fondamentalement pires que, je sais pas moi, les Russes ou les Néerlandais s'il y avait un empire mondial, ok? C'est pas la seule machine de propagande au monde, puis c'est pas le seul empire dans l'histoire. Mais Hollywood est la machine de propagande la plus puissante qui existe, à ma connaissance, depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est certainement la plus puissante aujourd'hui. Okay, toute l'industrie culturelle américaine, en vérité, y compris Internet. Puis l'empire anglo-américain, qui porte pas de nom, qui dit qu'il n'est pas un empire, est l'empire le plus puissant de toute l'histoire. Okay? Puis comment est-ce qu'il a réussi à se mettre en place de cette manière-là? Ben, c'est ça mon propos aujourd'hui. Il l'a fait de la même manière que ce que les Bene Gesserit font avec la Missionara Protectiva. Je regardais hier The Invisible Agent. Alors, c'était un film de Universal de 1942 ou quelque chose comme ça. C'était un film de la série L'Homme Invisible. Puis l'histoire de celui-là, c'est que un des descendants de l'inventeur du premier, son fils ou son neveu ou je sais pas trop quoi, se fait recruter par les services secrets américains pour aller en Allemagne nazie espionner avec son sérum qui rend invisible. Donc, il va aller en territoire occupé par les nazis pour découvrir la date et le lieu, les détails du plan d'invasion des États-Unis par les nazis. Puis, c'est assez surprenant parce que c'est une comédie, en fait. Je m'en étais pas rendu compte. Je pense que je l'avais vu quand j'étais petit ou des petits bouts, mais en le réécoutant, les nazis sont en bonne partie des bouffons là-dedans, là, OK? Mais ce qui est saisissant, c'est que même pour un film de Deuxième Guerre, qui date de la Deuxième Guerre mondiale, le niveau de propagande est ahurissant dans ce film-là. Ça se remarque en bonne partie par la façon dont les nazis dans le film sont justement entièrement caricaturaux. Là. Ça aurait été très facile pour les réalisateurs de Invisible Agent de mettre en scène des nazis qui se comportent comme des nazis dans la vraie vie, puis de les faire paraître comme des méchants, parce que ça tombe bien, ils étaient méchants, ok, mais pas de la manière dont on voit, la manière qu'on voit dans les films, ok. Il était par exemple charmant pour auprès des gens qui cherchaient à charmer. Les salons parisiens où était invité Sacha Guitry, là, ok, ben ils passaient pas leur temps à battre les gens dans ces salons-là. Ils faisaient spirituel et sympathique. Là, il y a toute une partie où est-ce que les nazis essayaient de charmer une part de l'intelligentsia collaboratrice, par exemple. Bon, ben ça serait un type de comportement méchant qu'on pourrait avoir à l'écran qui serait intéressant. Bon, on pourrait avoir aussi la perfidie, on pourrait voir comment la police militaire, police secrète ou peu importe fonctionnait en territoire occupé, on pourrait avoir, bon, la torture, etc. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment une version caricaturale, bonhomme 7 heures de ça. Ce qui ressort, le message très, très, très fort du film, c'est que nous, on n'est pas comme ça. Nous, ici, étant les Américains, okay? Nous, on n'a pas de propagande. Nous, on n'envahit pas les gens. Nous, on n'occupe pas les gens. On torture pas les gens. Puis la seule raison pour laquelle on croit que c'est vrai, c'est parce que les films nous le disent. C'est la seule raison. Okay? Missionara Protectiva. Parce qu'aller voir Haïti dans les années 30... occupé par les Américains, comme ils se sont comportés pendant une quinzaine d'années, aller voir en Amérique latine, dans les années, c'est ça, les années 30, années 50, années 70, années 80, années 2000, Abu Ghraib, Guantanamo, etc. À quelle époque est-ce que les autorités américaines n'ont pas envahi, torturé les gens, massacré les populations civiles? À quelle époque est-ce qu'ils font pas ça sur une base essentiellement régulière? Mais nous, dans notre discours collectif, il y a deux discours là-dessus. Il y a le discours un peu caricatural des gens qui s'emportent, puis je me suis peut-être légèrement emporté il y a quelques instants, mais c'est très facile de se craquer là-dessus, puis c'est très facile sur les impérialistes américains, puis tout ça. Puis c'est facile à trouver des gens qui sont craqués sur le, qui se choquent là, contre les Américains. Puis quand on se choque, ben souvent on a tendance à dire des bêtises. Puis ça tombe très bien, parce que du coup on perd notre crédibilité. Mais est-ce que le récit qui dit que les Américains ne font pas de propagande, ne torturent pas les gens et n'envahissent personne, etc., est-ce que ça c'est crédible?
Mais qu'est-ce qu'ils font si c'est pas ça? C'est pas toujours évident de trouver des manières d'articuler l'idée que ne remarquez-vous pas la torture présentement? Ne remarquez-vous pas les crimes, les massacres présentement ou les guerres présentement? Les Américains ont été en guerre en Afghanistan pendant 20 ans. Il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 soldats américains qui ont été tués au Moyen-Orient. J'ai le pays, c'est peut-être en Afghanistan, c'est peut-être en Irak. Ben, leurs corps ont été ramenés aux États-Unis avec tous les honneurs, puis ça a été présenté dans les différents médias que moi j'ai lus, en tout cas les médias américains, comme non seulement une tragédie totale, mais un crime là, contre l'humanité, essentiellement, que ces soldats américains aient été lâchement tués par la population locale. Pensez-y 2 minutes. Là. Dans quel univers est-ce que l'armée d'occupation est la victime quand il y a un soldat qui se fait tuer? Fait que c'est ça. Missionara Protectiva. Nous ne faisons pas de propagande. Nous ne torturons pas les gens. Mais en même temps, regardez les films américains ou leurs bouquins ou n'importe quoi, c'est hyper facile, là. Puis regardez combien de fois est-ce que le héros torture les gens puis que c'est présenté comme une bonne chose. Batman. Qu'est-ce qu'il fait au juste, Batman, quand il interroge les gens? Moi, j'ai joué aux jeux vidéo Batman, j'ai joué pas mal, là. C'est des super bons jeux, OK? Mais un des mécanismes du jeu, c'est interroger les criminels. Fait que tu t'approches les différents criminels, puis après ça, tu t'en pognes un, puis là, après ça, tu le tortures. Tu l'intimides, tu lui fais des menaces. Puis Batman, c'est une figure qui terrorise les... Tout son personnage est basé sur terrifier, les criminels. Est-ce que c'est correct d'utiliser la terreur quand c'est contre les criminels? Toute l'idée de la trame narrative de Batman, c'est oui, c'est absolument correct et moral et noble de terrifier les gens quand c'est contre le crime. C'est-à-dire quand il s'agit de défendre la propriété privée. Fait que c'est ça, Batman, mais tu sais, 24, toute l'idée de 24, c'est une apologie de la torture. Je viens de finir d'écouter True Detective, la saison 4, longue apologie de la torture et du meurtre, là. Je vous vendrai pas toutes les punchs, là, mais la torture, c'est mal, sauf quand c'est les bonnes personnes qui le font, puis le meurtre, c'est mal, sauf quand c'est les bonnes personnes. Puis vous le regarderez, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Puis c'est ça, regardez le corpus culturel américain, particulièrement depuis les années 50, 60, 70, puis ça s'amplifie, moi j'ai l'impression, parce que les années 60, c'est moins ça quand même. Mais au fur et à mesure que les décennies avancent, puis que les États-Unis deviennent vraiment la puissance impériale, là, sans contredit, là, que c'est vraiment plus les Britanniques qui mènent, c'est clairement les Américains qui mènent. Ça prend quand même un petit bout après la guerre avant que ça s'installe vraiment. Bon, ben, tracez la courbe de cette évolution-là, puis tracez la courbe de l'apparition du thème de la torture est une excellente chose. Dans les émissions de flics, par exemple, aux États-Unis. Dans les films américains. Comment ça se fait qu'on ne voit pas ça? Par quel processus est-ce qu'on s'est tellement acclimaté à voir nos héros torturer les gens, puis parfois les assassiner froidement, là? On s'est tellement acclimaté à ça qu'on en est venu à se dire « Non, mais clairement, ce sont les héros. Voici le modèle à suivre. Pas que je vais aller tuer, torturer les gens, mais que, non, mais ils font ça pour notre bien, ils font ça pour nous protéger. » À quel point est-ce que ça, c'est différent de la missionnaire protective? La liberté, OK, la propriété privée, même si on veut, la science, le progrès, toutes ces idées-là, comment est-ce que elles sont... La diversité, par exemple. C'est un mot qu'on n'entendait pas du tout il y a 30-40 ans. C'était pas un mot qui était hyper répandu. Puis depuis 15-20 ans, on l'utilise à toutes les sauces. Le bien, la science, le progrès. Des idées répétées, ressassées, reformulées, intégrées à toutes nos histoires, à tous nos discours. Présentement, c'est plutôt la diversité qu'on entend. Puis la diversité, évidemment, c'est l'idée que maintenant, on a transcendé les peuples et les nations, et donc toutes les couleurs de peau, parce que les cultures se résument aux couleurs de peau, n'est-ce pas, des traits génétiques superficiels. Puis ça et des préférences sexuelles
Des trucs comme ça, bon. Fait que, c'est ça, il y a un discours sur la diversité qui, pour beaucoup de monde, apparaît comme complètement farfelu, là. Les transsexuels et les Asiatiques et les autistes font tous partie du vaste camp de gens qui sont les victimes des méchants dans le discours collectif américain. OK? Mais, tu sais, puis ce que je dis là, ça a l'air caricatural, mais c'est beaucoup ça le discours. Puis si vous allez voir un film comme, par exemple, Annihilation de 2018, ça fait 2 fois que j'essaie d'écouter, puis qu'honnêtement, à date, j'ai pas réussi à me rendre plus que 20-25 minutes. Puis ce que je trouve difficile dans le film, c'est ce côté-là, parce que c'est clairement ça le message. Puis ce qui est vraiment particulièrement, j'oserais dire, problématique dans Annihilation, c'est que le film est constamment en train de nous présenter des signifiants de diversité. Okay? Le monsieur asiatique au début qui fait l'interrogation de Nathalie Portman. Nathalie Portman est professeure. Le premier étudiant qu'on voit, c'est une femme voilée, n'est-ce pas, musulmane. Là? Okay? Bon, avec... OK. Diversité, n'est-ce pas? Plus tard, elle a une équipe de savants qui vont aller dans la zone où se passent des mutations bizarres là, de plantes, etc. Ce ne sont que des femmes. En principe, il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis une des femmes est lesbienne. Puis là, il y a une conversation où est-ce que dans... Tu sais, il y a une scène qui m'est apparue complètement dépourvue de toute ressemblance avec comment des êtres humains parlent dans la vraie vie, okay, qui m'est apparue complètement cousue de fil blanc. Je veux dire, les gens parlent pas comme ça puis se présentent pas comme ça. Mais qui nous présente des femmes fortes, qui nous parlent de sexualité multiple, etc. Puis je veux dire, c'est... Bon. Le film fait tout ça en même temps qu'il nous présente le mari de Nathalie Portman, qui est justement un soldat de l'Afghanistan. Soldat américain. Puis si vous regardez la relation entre les deux, entre Portman puis son mari qui revient de la guerre, puis c'est pour le retrouver, je crois qu'elle accepte la mission Portman. Là, bon. Ben, c'est ça. Moi, je crois que si vous regardez cette scène-là, vous allez voir c'est quoi comment l'idéologie aujourd'hui de l'Empire est promulguée. Parce que le brave soldat qui revient d'Afghanistan, qui est brave, courageux, mais en même temps qui n'est pas macho, parce qu'il est viril, mais c'est quand même... Le rapport d'homme-femme, mais que c'est présenté dans le film, c'est très, très, très conforme à ce qui nous est présenté comme étant moral présentement. Mais tout ça, c'est parce qu'il est vraiment héroïque. Puis il est vraiment héroïque parce que c'est un soldat américain en Afghanistan. Il y a la même chose dans Godzilla aussi. Il y a quelque chose de très comparable dans le Godzilla moderne, là, celui de, je pense, Gareth Edwards. Ben c'est ça, je pense qu'on peut voir une application de comment des idées, comme par exemple la diversité ou les idées, un certain discours sur l'identité sexuelle, par exemple. Ça n'a aucun rapport avec la manière que c'est vécu dans la vraie vie. Okay? Ce que les gens sont dans la vraie vie, là, c'est la manière dont c'est réutilisé par l'Empire à des fins de contrôle collectif. Là. Okay. Fait que pourquoi est-ce qu'on est aussi vulnérable à ce mécanisme-là? Pourquoi est-ce qu'on croit à ces histoires-là? Particulièrement parce qu'elles sont tellement faciles à voir, en vrai. Quand on commence à prêter attention, c'est vraiment énorme et transparent et omniprésent. Là. Okay? Le niveau de manipulation de la société dans laquelle on vit n'est pas subtil. Il est grossier. Okay? Comment est-ce qu'on fait non seulement pour ne pas le voir, mais pourquoi est-ce qu'on se laisse convaincre aussi facilement? Ben, c'est parce qu'il y a deux volets à une histoire, il y a 2 niveaux à une histoire. Il y a ce que l'histoire a l'air d'être en train de raconter au niveau superficiel. Ça fait que tu as les gentils, il y a les méchants, c'est quoi l'intrigue, c'est quoi qu'ils cherchent à... Bon, dans Dune, une histoire de contrôle de l'épice, là, justement. Mais le contrôle de l'épice, en quelque part, c'est un prétexte dans l'histoire. C'est pas ça le cœur, c'est pas l'histoire de l'épice puis les vers. Ça, c'est la saveur du truc. Okay? Mais le cœur de l'histoire de Dune, c'est ça. Jeune garçon noble accède au trône impérial en se faisant passer pour un messie. En convainquant une population indigène qu'il est leur prophète et leur messie. Donc, par manipulation religieuse, essentiellement. Fait que,
Pourquoi est-ce que ça marche? Ben c'est ça, il y a un niveau superficiel où est-ce qu'il y a cet aspect-là de l'histoire qui est ce que je viens de raconter, mais il y a l'autre aspect qui est l'aspect qui nous rejoint vraiment. On dit souvent que David Lynch n'avait pas compris Dune de Frank Herbert parce que dans sa version, certainement celle qui est sortie en salle en 84, Dune est plutôt le héros. Puis dans les bouquins, ce n'est pas le héros du tout. Mais quand on lit le premier, c'est facile de ne pas le percevoir. Puis moi, je l'avais lu quand j'étais jeune adolescent, j'avais pas compris cet aspect-là. Moi, j'avais vu Paul comme un héros, puis je m'étais identifié au héros. Puis beaucoup de monde qui lisent le bouquin le lisent comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on le lit comme ça? Parce que cette histoire-là, comme toutes les histoires, a une fonction archétypale. Puis c'est là où je m'en vais avec tout ça. Une fonction psychologique archétypale. Alors, déjà, peut-être que ça vous est déjà arrivé tout seul dans votre coin de vous entretenir des conversations dans votre tête où est-ce que vous chicanez avec votre ami ou un cénacle de personnes, puis là, vous dites à un tel. Tu sais, une conversation mentale avec quelqu'un d'imaginaire. Puis dans votre tête, peut-être que vous dites à votre conjointe ou votre ami, là, vos quatre façons, vos quatre vérités, mais vous n'êtes pas en train de pratiquer ce que vous allez dire à la personne dans la vraie vie. Vous êtes en train d'avoir un monologue avec vous-même. Parce que votre ami dans votre tête ou votre conjoint, peu importe, c'est encore vous-même. Okay? Puis les deux personnes à l'intérieur de votre tête, c'est encore vous-même. Dans toutes les histoires qu'on voit, tous les personnages représentent l'auteur qui a créé l'œuvre. Mais aussi, pour le spectateur, tous les personnages représentent le spectateur. Fait que moi, quand je regarde Dune, le baron Harkonnen, l'empereur Padishah Shaddam IV, Paul Atreides, Duncan Idaho, tous ces gens-là sont moi. Okay? Puis les Sardaukar, c'est moi. Les Fremen, c'est moi. Tout le monde, c'est moi. Puis qu'est-ce que ça représente au niveau archétypal, cette histoire-là de Dune? T'sais, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Jésus, là. Okay? Puis c'est l'histoire de ben des histoires. D'une certaine manière, c'est toutes les histoires. Toutes les histoires représentent un aspect de ça. Puis cet aspect-là, c'est le mariage alchimique, okay? La mort de l'ego et sa résurrection comme personne qui a justement pratiqué le fameux mariage alchimique. Là. C'est, je n'étais pas la personne que je croyais être, j'ai vécu une épreuve épouvantable, j'ai dû aller à l'intérieur de moi-même, trouver des ressources insoupçonnées, puis j'ai trouvé le Saint Graal à l'intérieur de moi. Tout ça, c'est encore une fois, par exemple, ce que Jung appelle le processus d'individuation. Puis l'idée, c'est notre inconscient, parce qu'on le sait, notre conscient, c'est une fraction, là, une petite fraction de la personne qu'on est complètement. On a à l'intérieur de nous, on porte à l'intérieur de nous d'insondables profondeurs. Okay? Puis le fameux mythe du héros, qu'on résume souvent à une version caricaturale de ce que Joseph Campbell a dit, mais c'est quand même une manière intéressante d'en parler, quoi qu'il y en a d'autres. N'importe quelle histoire qui met en scène un héros, c'est-à-dire n'importe quelle histoire présente une variation là-dessus. Puis encore une fois, Jésus, c'est ça que c'est, là, l'éveil, c'est ça, la trahison, la résurrection. Puis psychologiquement, beaucoup de monde a fait l'exercice, certainement dans le cas de la Bible, mais ça marche avec n'importe quelle histoire en vérité, de regarder cette histoire-là puis de la comparer à des processus psychiques puis des moments du développement individuel. Fait que les histoires qu'on regarde, c'est ça. Puis même les romans harlequins, quand on y pense. Okay? Le principe mâle, le principe féminin, l'interaction des deux. Fait que, ouais, si on le prend au niveau premier degré dans la vie de tous les jours, ben, dans le cas de Dune, par exemple, dans la vie de tous les jours, okay? Ben, Paul, c'est un monstre. Okay? Puis ce qui est intéressant dans le bouquin de Frank Herbert, c'est que c'est ça qu'il raconte. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais nous, quand on le lit, okay, il faut faire un effort pour le comprendre comme ça. Parce que l'idée de la version archétypale est tellement puissante que c'est celle-là qu'on voit plutôt que l'autre. Okay? On voit ce que notre psyché veut voir. Puis ce que notre psyché veut voir, c'est comment elle va arriver à se retrouver elle-même. Puis ma conclusion, c'est ça par rapport à la Missionara Protectiva. Puis Hollywood, puis l'Empire, puis tout ça. L'Empire fonctionne. Puis la propagande de l'Empire fonctionne. Parce que il se présente comme une mise en scène de notre processus psychique archétypal, notre psyché à nous. Parce que nous, on cherche à redevenir
qui on est réellement. On cherche notre intégrité, on cherche notre liberté, on cherche toutes ces choses-là, puis on les cherche à l'extérieur de nous-mêmes. Puis on le sait par ces histoires-là que la seule place où on peut le trouver, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Toutes les histoires, en général, vont raconter ça. Mais on ne veut pas le faire. On ne veut pas le chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Puis pourquoi? Ben, les histoires nous expliquent un peu pourquoi aussi. C'est un sujet pour un autre jour. Mais parce que ça nous fait peur, fondamentalement, de regarder à l'intérieur de nous pour trouver cette vérité-là à l'intérieur de nous, pour devenir réellement qui on est, puis devenir réellement libre. Parce que le processus est dangereux et terrifiant, ben, il se trouve toujours un empire ou un flic ou un curé pour dire « Non, non, t'as pas besoin de regarder en dedans de toi. En fait, t'es mieux de pas regarder en dedans de toi. Moi, je suis la liberté que tu cherches. Moi, j'ai le pouvoir que tu cherches. » Fait que dans le cas de Dune, bon, fait qu'on pourrait dire par exemple, c'est ça, que le moi conscient de Paul, ayant subi la soi-disant mort de l'ego, donc la mort de son père Leto, la chute de Arrakeen, je pense la capitale, quand les Harkonnen puis les sorts de corps attaquent, sa maison est pratiquement anéantie. OK, bon, ben ça, c'est comme la mort symbolique de Paul. OK, puis là, il fuit avec sa mère, puis on pourrait aller voir symboliquement, il part avec sa... Fait que tout ça, ça pourrait être des matériaux super intéressants. Puis il y a un côté où est-ce que ça serait tiré par les cheveux, mais il y a un autre côté où est-ce que c'est clairement ça qui est en train de passer. OK? Frank Herbert, quand il a écrit ça, il tire ça de sa propre psyché. Il y a une anecdote que je compte rapidement avant de conclure, là. Histoire vraie, apparemment. Il y a un gars qui va voir une sorte de psychologue jungien, n'est-ce pas? Ils font une sorte de visualisation, méditation guidée. Essentiellement, dites-moi qu'est-ce que votre imagination génère, puis on va l'interpréter pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre psyché. Puis ça dure un bon grand bout de temps, là, genre ça se compte en mois, là. Puis au bout de plusieurs mois d'interprétation de rêves ou de ces visions-là, finalement, le patient est très fier de lui, puis dit « Écoutez, docteur, là, vous faites vraiment dur, docteur, parce que tout ce que je vous dis depuis des mois, là, c'est complètement pas vrai. Là. Vous m'avez dit de visualiser des imaginations, mais tout ce que je vous raconte depuis des mois, là, je l'invente ça, je sors ça de mon chapeau, c'est pas vrai pantoute. » Puis parce qu'il pense qu'il a été plus futé que son docteur, puis qu'il a passé une vitre, là. Puis le docteur le regarde. Puis c'est là que le patient comprend là, que, ben oui, d'où c'est qu'il a pris ça? De sa propre imagination, de sa propre psyché. Fait que ça soit, que ça soit via un rêve ou une visualisation, ou de cette manière-là, où est-ce qu'il pensait qu'il était en train de jouer un tour à son docteur, son psychanalyste, c'est la même affaire, ça fait aucune différence. Là. Okay? Ça vient de la même source intérieure. Puis toutes les histoires qu'on raconte, c'est ça. Ça fait qu'ici, bon, c'est ça, mais si on revient à l'histoire de Dune, c'est ça, Paul se sauve avec sa mère, bon, toutes sortes de pistes de réflexion là-dessus, puis éventuellement, c'est ça, il est placé devant, donc, les Fremen, OK? Il complète son individuation, il boit l'eau de la vie, le rêveur s'est éveillé, n'est-ce pas, qui s'écrit à la lune, etc. Bon, la lune qui porte son nom, bon, bla. Fait que là, c'est ça, donc il complète son individuation, puis là, il est devant l'armée des Fremen, donc l'armée des Fremen, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est peut-être ses pensées, ses émotions, OK? Parce que tout ça, tant qu'on n'est pas notre maître à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, OK? Ben, c'est la rébellion à l'intérieur de nous. Fait que qu'est-ce qu'il fait, notre héros dans le film? Il devient le maître de cette légion hyper puissante, la force la plus puissante de l'univers. OK? Puis là, il va aller détruire sa part d'ombre, essentiellement, qui sont la corruption sadique et lubrique du baron Harkonnen, la vénalité, la cupidité de l'empereur, l'hypocrisie, etc. Bon, puis tout ça, c'est super intéressant parce que il y a le dialogue avec Fade. Fade, c'est lui. Hein? Fade, c'est la version Harkonnen de Paul. C'est dit explicitement dans le film, dans la version longue, dans le bouquin, etc. C'est super intéressant. Puis, ultimement, accède sur le trône impérial, remplace l'ancien empereur et va se marier, même si ce n'est que symboliquement, va se marier avec
la fée de l'empereur. Fait que tout ça, c'est classique, là, métaphoriquement, c'est ça. Donc, quand on regarde l'Odyssée d'Homère, ben, on peut voir facilement l'Odyssée d'Homère comme le retour de la conscience individuelle à elle-même, comment elle se perd, comment elle se retrouve. Puis on pourra aller voir sans aucun doute dans chacun des épisodes, le Circé, les poisson, les mangeurs de lotus, etc. Ben, on pourrait faire des lectures hyper intéressantes et fécondes pour notre propre développement, notre propre travail à nous, de devenir qui on est vraiment. Ben, de chacun des épisodes de l'Odyssée, là, puis c'est certain qu'il y a des tonnes de gens qui l'ont fait, là, cet exercice-là. Okay? La guerre des étoiles, c'est la même chose. Puis, c'est ça, je l'ai dit tantôt, la passion du Christ, c'est ça que ça raconte. Une version, un aspect de ça. La partie renonciation de l'ego, mais la partie résurrection d'un soi-même qui sait. Puis là, il faudra aller voir. Là, mais l'Église a présenté ça comme étant Dieu sur un nuage, puis Jésus, son fils, mais comme Zeus est le fils de Cronos. Là, okay? Donc, vraiment, au niveau vraiment boboche, excusez si vous croyez à ça, désolé, là, mais c'est vraiment une version là, primaire au premier degré. Puis le Saint-Esprit qui est vague là-dedans, qui fait, on sait pas trop c'est quoi. Mais le Saint-Esprit, c'est le daimon, là, le daimon de Socrate. Okay, par exemple, okay, qui est la partie de votre psyché quand vous faites votre processus d'individuation, qui vous permet de traiter avec Dieu le Père, okay, qui est la partie la plus lointaine de vous à laquelle vous n'aurez jamais accès. Okay. Fait que tout ça, c'est des lectures, si on veut, psychologiques, là. Okay, mais psychologie des profondeurs, la psychologie, c'est ça, là, de ces différents récits-là. Puis, tu sais, je suis tenté de dire que l'énergie intérieure de se retrouver soi-même, okay, qui est présentée dans ces histoires-là. Ben, pourquoi est-ce que toutes les histoires parlent de ça d'une manière ou d'une autre? Ben, parce que c'est hyper puissant. C'est ça, je suis tenté de dire que c'est presque aussi puissant que l'énergie sexuelle à beaucoup de points de vue. Là. La pulsion sexuelle de survie de l'espèce. Là. Okay. Ça a pratiquement ce niveau-là d'urgence-là. Fait que c'est très facile, quand on ne sait pas que c'est la description d'un processus psychique, puis qu'on le prend au premier degré, ben c'est très facile pour quelqu'un de le récupérer. Okay. Puis c'est ce que les Bene Gesserit font, puis c'est ce que nos politiciens, le pape, c'est ce que tout le monde fait, là. Dans les positions de pouvoir, c'est ce que l'Empire fait. L'histoire du héros archétypal qu'on vient d'évoquer, celle d'Homère et de la Bible, c'est aussi celle de l'Empire actuel. Ils ne mettent pas l'accent sur les mêmes épisodes, mais ils évoquent le même processus psychique. C'est ça, le roman Harlequin, c'est peut-être une fraction du processus. Okay? Mais il raconte toujours le même. Mais s'il raconte toujours le même, c'est peut-être parce que c'est une fraction importante. Fait que ça a l'air négligeable, méprisable comme ça, mais détrompons-nous. Les histoires que nous consommons ont pour fonction de nous aider avec ce processus, de nous aider à devenir libres, à devenir nous-mêmes, à devenir un individu. Puis ça implique de nous apprendre comment mourir à nous-mêmes. Puis ça, c'est, disons-le, terrifiant. Mais mourir à soi-même pour renaître à qui on est vraiment. Puis ça a l'air complètement mystique, puis c'est en bonne partie parce qu'on a 2000 ans de déformation religieuse, OK, puis d'abus par les autorités au pouvoir, etc., là, qui ont, par une version perverse, là, si on veut, de la Missionara Protectiva, considérablement empoisonné le puits, puis compliqué le processus, là, OK. La quête du Graal, le détective qui cherche le coupable, Harry Potter, Carrie, le colonel Kurtz, au fond de sa jungle, dans Apocalypse Now ou Heart of Darkness. C'est ça, c'est toutes des versions de différents épisodes, de différents moments de cette histoire-là, de comment se retrouver. On cherche ces histoires-là parce qu'on se cherche soi-même. L'Empire le sait. Il utilise cela. C'est son secret à lui. L'Empire met en place une trame narrative où il se présente comme la réponse à toutes nos quêtes intérieures. Il nous promet le bonheur, l'abondance, la puissance, la liberté. Il dit que lui incarne toutes ces choses-là. La diversité, c'est lui. Le bien suprême, c'est lui. Le mal, n'importe qui est contre lui. Les fables de l'Empire ou de la religion nous parlent parce que notre voix intérieure nous parle.
l'Empire utilise notre désir de liberté pour nous asservir. Il utilise notre soif de justice pour justifier ses crimes. Notre désir d'entraide et de fraternité. Notre curiosité, notre amour sincère de, disons-le, rappelons-le, la diversité, là, ça parle aux gens. Okay, ça parle aux gens parce que oui, on sait que tous les hommes sont des frères, ou la race humaine. Notre amour, notre lumière, voilà ce que l'Empire utilise contre nous. Voilà ce qu'il maintient en place. Mais l'Empire n'est rien. L'Empire usurpe notre pouvoir pour nous convaincre qu'il vient de lui. Mais l'Empire n'est rien. Cherchez cette puissance qu'il prétend incarner. Regardez dans votre cœur. C'est là que vous la trouverez. Bon, c'est assez pour la réflexion pour aujourd'hui. Mon rapide remerciement déjà à Stéphane, Guillaume, Johan, Hannibal, qui avaient contribué jusqu'ici à ma campagne de souscription pour mon bouquin, Trame narrative, lien dans la description, donc ça compte énormément, ça fait une grosse différence. Je vous remercie du fond du cœur. Je continue de travailler sur le bouquin. Je sais entre une version plus psychopop, une version plus philosophie profonde, Michel Foucault, etc. Là présentement, je suis revenu à une idée plus psychopop. C'est moins noble, ça fait plus... c'est grand public, là, c'est moins prestigieux, mais peut-être que c'est utile de présenter les idées, parce que mon bouquin, c'est en bonne partie celui-là, là, sur lequel je travaille présentement. C'est comment on se raconte des histoires puis comment on les croit. Fait que ça revient un peu, puis la partie impériale en fait partie, parce que c'est hyper important, c'est une grosse partie de notre confusion qu'on a présentement. Fait que le bouquin, c'est comment on se raconte des histoires de manière inconsciente, comment on les croit, puis comment on peut apprendre à les voir, puis à s'en libérer essentiellement. Puis c'est des trucs assez simples en vérité, là, mais que moi j'ai trouvé très utile dans mon parcours à moi. Puis c'est ça, là, présentement, je pense que je vais faire au moins un premier bouquin qui est des grandes lignes, là, qui exprime de manière dans un langage très facile à comprendre, là, puis à laisser mes citations de Kant et Heidegger pour un autre opuscule. Mais ceci dit, si vous voulez supporter mon travail ou contribuer à l'écriture du bouquin, ben vous êtes extrêmement le bienvenu à le faire. Et c'est sur tous les liens sur la description. Si c'est le cas, ben, je vous remercie énormément. Puis si vous êtes ici, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je suis vraiment très content que vous m'écoutiez parler de mes films de science-fiction puis mes affaires de philo et de Carl Jung, ça fait vraiment très plaisir. Puis j'espère que c'est utile pour vous. Puis la vérité, c'est que c'est utile. Je me rends compte, plus que je le fais, plus que c'est utile pour moi. Là, c'est vraiment très intéressant comme processus. Donc voilà, fait que merci, c'est la version courte. Merci, puis donnez généreusement. Recommandation, très rapidement, c'est la mini-série de Dune. Donc, il y a le Dune de Frank Herbert, il y a le Dune de Denis Villeneuve, puis entre les deux, il y a celui de David Lynch. Mais évidemment, peut-être que plusieurs d'entre vous l'avaient remarqué, ben, il y a aussi la mini-série de l'an 2000, les deux mini-séries, en fait, Dune et Children of Dune. Bon, c'est forcément à budget beaucoup plus petit que même la version de Lynch, sans parler de celle de Villeneuve, puis ça paraît, là, c'est une production à petit budget, particulièrement Children of Dune, là, ça fait très carton-pâte, là, à beaucoup de points de vue, mais déjà William Hurt fait le Duc Leto dans la première mini-série de Dune, puis il fait un très très bon Duc. Puis surtout, ce qu'on a, c'est une adaptation beaucoup plus fidèle du bouquin, essentiellement. Parce que même Denis Villeneuve, il n'y a pas tellement le choix de couper des bouts du film puis de les adapter, parce que c'est un cinéaste avant tout, même un grand cinéaste, là. Donc, il faut qu'il fasse des choix pour raconter l'histoire de la meilleure manière possible au cinéma, sans passer, par exemple,
par des narrations comme celle de David Lynch. Puis, honnêtement, il s'en sort magistralement, là, Villeneuve, avec son Dune. Là. C'est vraiment un beau cadeau qu'il nous fait avec ces films-là. Mais la version la plus proche de la lettre du bouquin, en tout cas, certainement à l'époque, c'était la mini-série. Ça vaut la peine de voir les deux mini-séries des années 2000 si vous êtes un fan de Dune, parce que c'est une tentative, somme toute finalement, plutôt très réussie d'adapter le plus possible le bouquin de Frank Herbert à l'écran. Puis c'est ça, c'est pas une réussite sur toute la ligne, mais il s'en sort très, 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 très bien. Puis certainement la première mini-série de Dune, mon souvenir, je l'ai vu une couple de fois quand même, c'est que il accomplit là, son pari. John Harrison, je pense que j'oublie le nom du réalisateur, là, qui a aussi écrit le scénario. C'est ça, la mini-série, c'est cool, ça vaut la peine. Si vous aimez les films, si vous aimez les livres de Frank Herbert, ben vous allez certainement aimer la mini-série. Puis, en ce qui concerne le Dune de David Lynch, ben, il y a plusieurs personnes qui aiment les bouquins qui ne l'ont pas aimé, mais moi, j'adore les bouquins et ultimement, j'adore la version de Lynch, particulièrement la version longue. Et pourquoi c'est bon? Parce que même si c'est rempli de compromis, il faut le dire, artistiques, ça demeure la vision compromise mais unique d'un grand artiste, d'une des plus grandes œuvres de la littérature du 20e siècle, et puis parce que visuellement, c'est absolument prodigieux, somptueux et magnifique.